Bonjour à tous, bienvenue donc à cette dernière journée des rendez-vous de l'international de la Team France Export. Martinique, Guadeloupe, Guyane, nous sommes tous les trois territoires réunis dans ce grand événement de l'international. Alors aujourd'hui, nous commençons sa journée avec une conférence sur le Sénégal, un des marchés les plus dynamiques d'Afrique de l'Ouest. Donc j'ai à mes côtés Loïc Chouenkam, qui est directeur du bureau Business France Sénégal. Également Monsieur Cordier, Philippe Cordier, qui est dirigeant de l'entreprise CEEMO, et également des entreprises ultramarines, donc une entreprise martiniquaise, une entreprise guadeloupéenne, qui vont témoigner de leur expérience sur ce marché sénégalais. Donc sans plus tarder, je vais rapidement vous rappeler ce qu'est la Team France Export, qui est l'équipe la Team France Export qui donc organise ces rendez-vous de l'international dont vos entreprises sont les bénéficiaires. Donc, la Team France Export, qui est DACO. La Team France Export, nous sommes donc la mise en commun de toutes les solutions d'accompagnement des entreprises à l'international. Donc, nous sommes les chambres de commerce, mais également les bureaux Business France, donc une centaine de bureaux dans le monde. Donc, nous sommes les opérateurs de cette Team France Export, de cette équipe. Et à nos côtés sont également les financeurs comme BPI France, ainsi que l'État et nos collectivités, nos régions. Donc, tous ces acteurs sont vraiment main dans la main pour vous proposer des offres de solutions pour vraiment réussir, garantir votre réussite à l'international avec une orientation axée sur vos besoins, les besoins clients et en proximité, puisque vous avez dans chacun de vos territoires, en Martinique, en Guadeloupe et en Guyane, un conseiller international qui est vraiment à vos côtés, pas à pas, tout au long de la vie de votre projet international. Donc, cette offre de solutions complète, donc un panel de prestations que nous vous proposons à chaque étape de votre projet. Donc, initialement, en étape 1, quand vous souhaitez structurer votre projet, nous vous proposons donc des prestations pour véritablement valider votre potentiel, donc un audit, un diagnostic export pour valider votre capacité à déployer votre projet à l'international et des pistes d'amélioration pour organiser, structurer votre stratégie de développement, votre démarche internationale. Nous vous proposons également des prestations d'information, donc comme effectivement ces rendez-vous de l'international. Donc nous sommes en capacité de vous informer avec des informations actualisées, récentes, et qui nous viennent du terrain, puisque nous nous appuyons sur nos partenaires, nos collègues des bureaux de Business France qui sont sur le terrain ou des autres chambres de commerce. Donc pour vous informer. Et cette information va vous permettre de choisir vos marchés, les marchés prioritaires, donc de prioriser les marchés opportuns qui vont vous permettre d'aller plus vite et plus loin en fonction de cette stratégie de déploiement sur les marchés. Nous vous proposons également des prestations pour renforcer vos compétences, donc monter en compétences, donc à la fois compétences linguistiques, mais également compétences et techniques de l'export, parce qu'il y a certaines compétences à avoir. En deuxième phase, nous accompagnons avec des prestations de prospection, de commercialisation et de communication, donc pour mieux démarrer sur les marchés que vous ciblez, donc pour identifier vos prospects, pour les rencontrer à travers des missions de prospection, des tests sur offre. Voilà, nous vous aidons à commercialiser, à mieux commercialiser votre offre, vos produits et services. Et nous vous aidons également à communiquer à l'international, donc à mettre en langue ou à mettre à niveau, en tout cas, vos outils de communication à l'international, vos plaquettes, vos sites internet, etc. Enfin, nous vous accompagnons également en troisième étape à accélérer votre développement à l'export, donc véritablement à transformer le marché de prospection en un marché de clients. Donc, nous accompagnons pour transformer ces marchés
en véritablement courant d'affaires, dans une pérennisation de vos projets, de façon à ce que vous puissiez vraiment vous implanter sur ces marchés de manière durable. Et également, lorsque vous en avez le besoin, nous accompagnons pour recruter une ressource humaine dédiée à votre développement à l'export du type VIE, donc ce volontariat international en entreprise que nous avons déjà présenté dans le cadre de l'atelier des rendez-vous de l'international. Donc voilà, un jeune missionné pour votre entreprise pour développer votre projet à l'international. Et enfin, nous accompagnons donc avec des prestations pour participer à des programmes d'immersion ou d'accélération. Donc voilà ce panel d'offres adapté à vos besoins à chaque étape de la vie de votre projet à l'international. Nous sommes à vos côtés, la Team France Export. Donc, sans plus tarder, je vais céder la parole donc, à Loïc, mon collègue de Business France Sénégal. Merci Loïc. Nathalie, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous m'entendez bien. N'hésitez pas à me signaler si le son n'est pas bon. Nathalie, tu me confirmes, c'est parfait? Très bien. Super. C'est un plaisir, hein, comme toujours, de participer à ces temps d'échange avec la TFE, et en particulier avec nos collègues des Outre-mer. C'est vrai qu'il y a une vraie dynamique qui s'est installée depuis quelques mois. Et donc, on est ravis de pouvoir échanger avec les entreprises et vous accueillir surtout au Sénégal, j'espère, dans les prochains mois. Je vais faire une présentation qui comprendra une partie un peu macro. En général, on l'a fait en tandem avec mon collègue donc, du service économique, mais qui n'était pas disponible pour cette présentation. Donc, je vais me permettre de reprendre leur présentation pour évoquer très rapidement le cadre macro. Je ne vais pas forcément revenir sur tout ce qui est indiqué dans les présentations, vous les aurez. Mais ce que je souhaitais mettre en avant, c'est premièrement le fait que le Sénégal est au sein de cette zone intégrée qu'est l'UEMOA l'un des moteurs. C'est la deuxième économie de la zone, l'UEMOA, derrière la Côte d'Ivoire. C'est un pays d'à peu près 17 millions d'habitants et qui connaît on va dire une dynamique macroéconomique très dynamique, justement, très intéressante. Hein. Avant la période Covid, on était à peu près autour de 6% de croissance du PIB en moyenne. Il y a eu un ralentissement, comme partout, en 2020, du fait de la crise Covid. Hein. On le verra tout à l'heure, mais c'est en train de remonter et on prévoit d'ailleurs dans les années à venir des croissances à 2 chiffres, ça on le verra tout à l'heure. Mais voilà, comme partout, il y a cette inflation liée notamment à la guerre en Ukraine qui s'est installée, notamment en 2022. Hein. Une inflation assez forte, notamment sur les denrées alimentaires, sachant que le Sénégal importe une bonne partie de ses besoins. Et donc, il y a un contexte économique, certes, avec ces chiffres de croissance notamment qui sont très intéressants, mais quelques points de surveillance sur l'inflation et sur l'endettement public. Prochaine slide. Alors justement, ce petit graphique pour montrer la dynamique que j'évoquais tout à l'heure. Hein, on le voit bien depuis de 2015 à peu près à 2019, on était régulièrement entre 5,5, 6%, voire 7% même. Quasiment. Et donc, voilà, ça souligne bien ce que je disais. Cette dynamique, elle est due à plusieurs choses, mais essentiellement à l'investissement public, notamment à toute une série de programmes d'infrastructures qui ont été lancés dans le cadre de la stratégie d'émergence du Sénégal, donc le plan Sénégal émergent. C'est véritablement ces projets-là qui ont tiré la croissance. On voit bien le ralentissement en 2020 et aussi la remontée qui a été amorcée tout de suite dès 2021. Et donc, comme je disais, les prévisions pour cette année, on reste sur des prévisions autour de 8%, bon, entre 8 et 10% selon les estimations, sachant que ça s'explique assez largement par l'entrée en production des champs pétro-gaziers, qui reste prévue par les autorités locales pour cette fin d'année 2023. Voilà, ça devrait être entre fin 2023 et début 2024. Mais bon, quoi qu'il en soit, le fait est que cette dynamique assez forte, donc devrait être entamée cette année et surtout sur les années qui viennent. Hein. Dès 2024, on parle de 10% et plus et on sera, je pense, de manière assez durable sur des croissances à 2 chiffres, notamment avec cette production pétrolière et gazière, on le verra tout à l'heure, qui va démarrer. Voilà, bon, je ne vais pas revenir sur les chiffres d'inflation, etc. Donc, effectivement, sur les finances publiques, hein, bon,
qui dit investissement massif en infrastructure, notamment, dit forcément endettement. Et donc, c'est vrai qu'il y a ce point sur notamment l'endettement qui a franchi le cap de 70%. Je pense qu'on devrait être autour de 60, on est déjà autour de 73-75%. Donc, ça reste un point d'alerte, même si en comparaison, notamment aux pays occidentaux, enfin la France par exemple, on reste en dessous. Mais par rapport aux critères, on va dire, de la zone, on est déjà vraiment sur les seuils limites. Donc, il y a un petit point d'alerte sur l'endettement public. Et puis, pareil, le déficit public pose assez logiquement là aussi, du fait de je dirais, cette tendance à l'investissement public. Du coup, ce qui fait que l'État a vraiment à cœur à renforcer la part et la contribution du secteur privé à tous ces investissements. Et donc, par exemple, l'État souhaite que sur les prochains investissements, la part du secteur privé soit autour de 40%, par exemple. C'est pour dire que là aussi, dans l'approche de ce marché, il faudrait aussi développer une approche qui combine à la fois l'expertise que vous apportez et des possibilités de financement et des modèles de financement qui peuvent être mis en place, notamment via les outils de BPI. Donc, ça il faudrait bien l'avoir en tête. Prochaine slide. Bon, l'environnement des affaires, très rapidement, hein, c'est toujours pareil, tout est relatif. Il y a pas mal de points d'amélioration, notamment sur la fiscalité. Les acteurs formels présents ici, l'activité formelle est très restreinte. Hein. On estime l'informel entre 90-95%, voire plus. Donc, ce qui fait que le peu d'acteurs formels qui sont identifiés par l'administration fiscale sont tout de suite visibles et harcelés. Enfin, en tout cas, voilà, les acteurs se plaignent régulièrement de harcèlement fiscal. Il y a de la bureaucratie. Bon, là, voilà, c'est comme en France. Hein. Je pense là-dessus, il n'y a pas trop de différence. Il y a une problématique liée à l'accès au foncier, puisque le cadastre est très peu développé. Mais à côté de ça, notamment en comparaison à d'autres pays de la zone, ça reste un pays qui est plutôt bien classé. Enfin, le classement Doing Business qui a été arrêté maintenant, mais bon, lorsqu'il était encore opérationnel, classait le Sénégal plutôt parmi les bons élèves entre guillemets, au niveau de l'Afrique. C'est un pays qui a une stabilité politique et démocratique qui est vraiment notable. Hein. Notamment par rapport à ses voisins de la sous-région, il n'y a pas encore eu de coup d'État depuis l'indépendance. Il y a une alternance régulière et qui se passe plutôt globalement bien hein, depuis ces années-là. On a une échéance électorale en février 2024. Donc voilà, en souhaitant que cette dynamique plutôt on va dire sur le plan politique et démocratique qui soit pacifique se maintienne. Mais voilà, ça c'est important à noter. Le cadre économique, macroéconomique notamment, que j'évoquais tout à l'heure, qui reste très solide, des fondamentaux assez robustes. Et puis une contribution de la diaspora qui est très importante, près de 10%, enfin plus de 10% du PIB. Donc voilà, ce qui fait qu'au final, on a un contexte quand même qui est malgré tout favorable, avec des points d'amélioration comme partout. Hein, ça reste évident. Prochaine slide. Je ne vais pas revenir sur les investissements. Comme je disais tout à l'heure, notamment tout ce qui est programme d'infrastructure que j'ai évoqué. Il y a pas mal d'investissements étrangers également, notamment sur le secteur pétro-gazier. Donc, ça, on le verra tout à l'heure lorsqu'on aura les présentations sectorielles. Mais voilà, c'est un pays qui a un attrait qui fait qu'il y a quand même beaucoup d'acteurs et d'investissements étrangers qui sont réalisés au Sénégal. La France reste le premier investisseur du pays, notamment en termes de stock. Dans les flux récents, il y a beaucoup d'acteurs anglo-saxons du fait des projets pétro-gaziers, mais en stock, la France reste le premier investisseur au Sénégal. Prochaine slide. La relation bilatérale, c'est un écho à ce que je viens de dire. Hein. La France est le premier partenaire du Sénégal de manière globale. Selon les indicateurs qu'on prend, par exemple en termes de classement des fournisseurs, bon, c'était historiquement le premier fournisseur, mais là, en 2022, la France s'est fait supplanter par la Chine. Comme dans beaucoup de pays d'Afrique, la Chine a progressivement eu une place très importante sur la balance des biens, sur les exportations de biens. Après, lorsqu'on intègre les services, je pense que la France reste première, mais voilà. Donc, c'est important de savoir qu'on est dans un contexte qui est hyper concurrentiel. Bon, on parle de la Chine, mais des pays comme la Turquie font une percée très forte, récente ici. D'autres pays européens, l'Espagne, le Portugal, l'Italie, le Royaume-Uni également, qui fait une forte percée ici. Donc, c'est important d'avoir ce contexte
concurrentiel en tête. Prochaine slide. Prochaine slide, Nathalie. Alors justement, si on rentre dans le vif du sujet, notamment sur les thématiques sectorielles, bon, j'ai fait des présentations qui donnent quelques chiffres, mais bon, je pense que ce qui est important d'avoir en tête, c'est vraiment à la fois les enjeux et puis les dynamiques dans les différents secteurs. Donc, si on prend ce premier gros bloc agri-agro, ce qu'il faut savoir, c'est que donc, le Sénégal, je l'ai dit tout à l'heure, est dans un contexte où il importe encore une bonne partie, voire la majorité sur certaines commodités de ses besoins. C'est le cas, par exemple, sur la filière céréalière, notamment le blé, hein, où il y a une forte dépendance de la Russie et de l'Ukraine. Voilà, manque de bol, c'est les deux pays donc, qui connaissent ce contexte qu'on observe depuis presque 2 ans maintenant, donc qui fait qu'il y a eu un impact assez direct sur le Sénégal, notamment sur la filière blé et le coût des importations. Ce qui fait qu'il y a toute une réflexion en ce moment justement sur l'import-substitution de blé, à la fois par une production de blé local, donc il y a des expérimentations en cours sur la production de blé au Sénégal, mais aussi par la substitution du blé par d'autres céréales qui, pour le coup, sont déjà dans les coutumes locales, hein, le mil, le sorgho, des céréales comme ça. Donc, il y a toute une série de réflexions et un atelier intensif qui s'est réalisé récemment avec une restitution à la fin de ce mois. Donc, ceux qui sont intéressés, là, je pourrais vous partager ça. Mais ça fait vraiment partie des axes stratégiques donc, pour développer l'autosuffisance et la souveraineté alimentaire sur cette filière-là. Indépendamment de ça, donc, les enjeux de manière globale sont sur 3 axes, je dirais. Le premier axe, c'est de renforcer les capacités de production agricole au Sénégal. Donc, quand on dit renforcer les capacités, ça passe à la fois par l'accroissement des capacités et des surfaces cultivées, l'amélioration des rendements, donc tout ce qui passe à travers les semences améliorées, à travers la mécanisation des processus de production. Ce sont des enjeux qui sont actuellement voilà, sur la table et adressés par le Sénégal. Donc voilà, ça c'est vraiment le premier axe. Accroître mécaniquement les capacités déjà pour répondre aux besoins croissants de la population voilà, qui grandit. Hein. La croissance démographique est autour de 3% tous les ans. Donc il y a déjà, je dirais, de manière organique, un accroissement des besoins. Ensuite, le deuxième enjeu, c'est sur la transformation. Donc voilà, l'idée c'est vraiment de pouvoir accroître la part de ces productions-là qui sont transformées sur les territoires sénégalais. Sachant qu'aujourd'hui, une bonne partie est exportée, notamment vers la France, sur toute la filière, par exemple, fruits et légumes. Voilà, les productions sont exportées. L'idée, c'est vraiment de pouvoir de plus en plus valoriser à travers la transformation locale. Et le troisième enjeu, c'est autour de, je dirais, tout ce qui va tourner autour de la logistique et de la conservation, et donc notamment via la construction d'infrastructures de conservation pour réduire les pertes post-récolte, et puis d'infrastructures logistiques et de commercialisation pour pouvoir finalement permettre que ces productions-là puissent accéder plus facilement aux consommateurs finaux, et notamment à Dakar, hein, qui est vraiment le pôle urbain et économique principal, tandis que les zones de production sont disséminées un peu partout sur le territoire. Donc, il y a un enjeu autour des chaînes logistiques pour pouvoir permettre l'acheminement des productions. Donc, ces 3 enjeux-là, accroissement des capacités, accroissement de la transformation et contraintes logistiques, chaîne logistique, c'est vraiment les 3 enjeux qui sont traités aujourd'hui à travers une série de programmes, le programme des agropoles, mais aussi d'autres programmes, ce qu'on appelle le PRODAC, par exemple, qui est le programme de développement de l'agriculture et des exploitations agricoles. Et donc, aujourd'hui, voilà, l'enjeu, une fois de plus, c'est de pouvoir s'insérer dans cette dynamique-là, que vous soyez fournisseur d'équipements ou alors, voilà, acteurs qui voudraient, je dirais, s'installer en production. Ici, il y a vraiment toute une série de facilitations qui sont faites, notamment dans les agropoles, en vous fournissant le foncier, l'accompagnement, je dirais, administratif et institutionnel qui va bien pour pouvoir démarrer des activités de production. Et il y a pas mal de nouveaux entrants qui arrivent, hein, des Espagnols, des Marocains, etc., en production, notamment sur ces filières-là. Et d'ailleurs, sur cette filière spécifiquement, nous avons une grosse mission agri-agro qui est prévue le mois prochain, ça c'est pour information, avec le MEDEF International et BPI France, avec une quarantaine d'entreprises justement qui viennent pouvoir adresser ces secteurs-là. Je n'ai pas évoqué toute la filière, je n'ai pas insisté sur la filière
bovine, enfin, élevage et transformation sur la filière laitière, mais c'est évidemment aussi un enjeu très important ici, avec déjà des acteurs qui sont actifs sur la transformation des produits laitiers. Alors oui, sur cette slide, rapidement, peut-être je vais souligner sur la partie distribution le fait qu'il y a un développement des filières de distribution modernes, hein, notamment via les supermarchés, les hypermarchés. Auchan est très bien implanté ici, c'est le leader du marché avec presque une quarantaine de points de vente. Carrefour, Casino également sont implantés. Et puis, ce qui est important de noter, c'est que les réseaux traditionnels, les marchés, ce grand marché, restent majoritaires. Et donc, il y a eu aussi une volonté de moderniser ces marchés-là, notamment avec ce qu'on appelle les marchés d'intérêt nationaux, qui sont également en cours de développement au Sénégal. Donc, en résumé, sur cette filière agri-agro, ce qu'il faut retenir, c'est accroissement des capacités de production, donc tout ce qui va être autour des semences améliorées, de l'accroissement des rendements, la mécanisation, de transformation. Pas mal d'acteurs sont déjà actifs et ça va se développer sur la transformation et la production, par exemple, je sais pas, de margarine, d'huile de table, toutes sortes voilà, de produits agroalimentaires vont se développer ici. Et 3, sur les chaînes de valeur logistique et la conservation. Prochaine slide. Alors, sur les secteurs industriels, au sens global, hein, donc ce qu'on appelle l'industrie clean tech, c'est du jargonnage TFE, mais c'est vraiment les secteurs infrastructure, industrie et puis développement durable, on va dire. Donc, sur ces secteurs-là, j'ai mis en avant peut-être 4 chiffres, mais qui sont un peu, je dirais, symptomatiques des dynamiques actuelles. Donc, premièrement, sur ce chiffre de 66%, c'est la part du gaz, du thermique gaz dans le mix énergétique du Sénégal à l'horizon 2030. Et pour cause, le Sénégal, comme je disais tout à l'heure, a fait d'importantes découvertes de pétrole et de gaz. Et le but, c'est vraiment d'utiliser ces ressources-là pour développer la production électrique notamment. Donc, ça, on le verra en détail tout à l'heure. Et donc, le but, c'est de passer aujourd'hui d'un mix aujourd'hui qui est à peu près 2 tiers constitué de fuel. Et puis, le tiers restant, c'est des ENR notamment. Et l'idée, c'est de passer vraiment d'inverser sur cette tendance-là et faire du 2 tiers gaz. Les ENR vont rester importants, sûrement voilà, entre 20 et 30% du mix énergétique. Ensuite, le deuxième chiffre, c'est sur les infrastructures au sens large. Et là-dedans, je mets à la fois tous les développements qui ont eu lieu sur la mobilité. Il y a un TER qui a été construit et qui est opérationnel depuis un peu plus d'1 an, notamment avec des acteurs français hein, qui ont été mobilisés sur la phase de construction et sur la phase d'exploitation, puisque c'est exploité par la SNCF. Sur les infrastructures autoroutières, le Sénégal a développé assez fortement son parc autoroutier sur la période récente hein, et ça se poursuit. Je pense qu'il y a un programme qui vise à construire entre 50 et 100 km d'autoroute par an sur les années à venir. Il y a notamment un gros projet d'autoroute entre Dakar et Saint-Louis qui est en cours de construction. Sur les infrastructures également portuaires, le Sénégal aujourd'hui a comme principal port le port de Dakar qui est en plein centre-ville, qui est congestionné, enfin, qui a toute une série de contraintes et de limitations naturelles, on va dire, qui font qu'aujourd'hui, il est de plus en plus justement congestionné. Je dirais la volonté c'est de construire. Alors, j'ai un écho, je ne sais pas si quelqu'un a activé son micro. Voilà, là, c'est bon. Donc, c'est de construire un nouveau port à Ndayan. Ça, c'est vraiment l'un des projets phares. Je crois que c'est qualifié du plus gros projet plus gros investissement privé du Sénégal hein, de l'histoire. Donc, c'est Dubai Port World, DP World, l'opérateur de Dubaï, qui pilote ce projet-là. Et donc, le but, c'est de construire une grosse infrastructure portuaire en eau profonde qui devrait se faire dans les 3-4 ans qui viennent. Et puis, un autre projet portuaire qui est à Bargny, qui est lui un port à vocation minéralière et vrac, qui est déjà bien engagé. Hein. Les premières phases sont déjà achevées. Donc voilà, tout ça pour dire qu'il y a tout un tas de développements d'infrastructures qui ont drainé vraiment ce montant d'investissement qui a eu lieu sur la période récente. Ensuite, sur le secteur eau et assainissement, c'est un secteur où il y a à la fois des besoins assez importants. Le Sénégal reste en déficit sur l'approvisionnement en eau potable. Donc, c'est ce qui explique qu'il y a aussi de gros investissements dans ce secteur-là. Et notamment avec un gros projet
piloté par Eiffage, qui est le projet de l'usine de dessalement d'eau de mer des Mamelles. En fait, aujourd'hui, le Sénégal s'approvisionne en eau potable essentiellement sur des ressources, sur une ressource principale qui est le lac de Guiers. Donc, aujourd'hui, il y a une volonté de réduire la dépendance à cette ressource-là, et notamment via le dessalement d'eau de mer. Donc, ça, c'est un projet assez important, près de 150 millions d'euros, qui est en cours par Eiffage et des acteurs japonais. Donc, le but étant véritablement voilà, de combler ce déficit-là. Je pense que le but, c'est d'arriver à l'horizon 3-4 ans, à l'équilibre sur la production d'eau potable. Et enfin, j'ai voulu souligner le secteur minier, qui n'est pas toujours bien connu. Hein. Le Sénégal est un producteur minier, notamment d'or. L'or représente près de 20% des recettes à l'exportation. C'est assez important. Il y a une filière phosphatière également qui est assez importante, qui est notamment intégrée, puisque ça va de l'extraction du minerai jusqu'à la production et l'exploitation d'acide phosphorique, notamment par un opérateur indien ici. Et puis, depuis 2014, Eramet s'est également installé sur la production de sable minéralisé, donc ça, on le verra également tout à l'heure. Et puis, le secteur pétro-gazier, donc la grosse nouveauté. Là, je pense que ça sera développé dans les prochaines slides. Justement, slide suivant. Alors, sur l'énergie et l'électricité, bon, je ne vais pas revenir sur tout ce que j'ai déjà dit. Hein, donc, le but, c'est vraiment de faire monter en puissance le gaz, donc 2/3 du mix dans l'horizon 2030. Les ENR se sont assez fortement développés récemment. Hein, je pense que sur les 7-8 dernières années, on est passé de 0 à près de 250-300 MW de capacité installée en ENR. C'est essentiellement du solaire et de l'éolien. Il y a notamment une ferme éolienne de 150 MW qui a été mise en service en 2021. Donc, c'est assez important. Et je pense que voilà, le Sénégal, en gros, aujourd'hui, il estime qu'il a fait sa part du travail, entre guillemets, sur les ENR. Ça va rester important, mais clairement, le focus est mis sur le gaz. Les développements sur les ENR, je pense, vont surtout être portés par les acteurs privés, notamment les acteurs industriels, pour développer des installations solaires en autoconsommation. Hein. Et ça a déjà commencé. Socosim, donc, qui est la filiale du cimentier français Vicat, a installé une capacité de 7 MW, par exemple, de solaire. Et Eramet est également en train de construire une centrale solaire de capacité à peu près équivalente. Et donc, ce mouvement-là d'acteurs industriels, c'est quelque chose qui va se développer, en plus de tout ce qui est électrification rurale, bien entendu, hein, et notamment les systèmes, ce qu'on appelle Solar Home Systems, donc les unités solaires à l'échelle d'un foyer. C'est quelque chose qui se développe pas mal, également en zone rurale. Et il y a une grosse problématique également sur les réseaux, puisque aujourd'hui le réseau est à la fois vétuste et insuffisant. Donc, il y a des projets également pour construire de nouvelles lignes électriques haute tension, avec des acteurs comme Eiffage et Vinci qui sont positionnés sur ces projets-là. Prochaine slide. Bon, l'assainissement, voilà, je ne reviens pas sur ce que j'ai déjà dit, hein, mais bon, là, c'est une idée des projets que j'évoquais tout à l'heure, dans l'usine de dessalement. Et puis, en assainissement, peut-être le projet de dépollution de la baie de Han, qui est en cours également, financé notamment par l'AFD, avec des infrastructures de type, voilà, c'est des canalisations, c'est des infrastructures de dépollution qui sont en cours de réalisation. Et aussi sur les stations d'épuration. Donc, ça, il y a une volonté de la part de l'ONAS, qui est l'Office national d'assainissement public, de développer de nouvelles stations d'épuration en montage public-privé. Donc, là aussi, il y a des acteurs qui sont spécialisés en assainissement. Donc, voilà, c'est vraiment le moment de proposer des projets dans ce sens-là. Prochaine slide. Pareil sur les infrastructures. Donc, je pense que j'ai déjà évoqué la plupart des sujets. Donc, en mobilité urbaine, il y a le TER qui est déjà opérationnel, la phase 2 qui est à venir. Hein, les travaux ont pour certains déjà commencé. Et donc, il vise à prolonger le trajet actuel jusqu'à l'aéroport. Il s'arrête aujourd'hui à la ville nouvelle de Diamniadio. Donc, le but, c'est d'aller de Diamniadio jusqu'à l'aéroport international Blaise Diagne. Et on parle même déjà d'une phase 3 potentiellement jusqu'à Thiès. Il y a un autre projet en mobilité qui est celui du BRT, qui est également en cours. Donc, il y a un opérateur chinois qui est en train de construire toute la voirie.
et les bus également électriques seront fournis par la Chine. Par contre, l'exploitation sera opérée par un tandem constitué de Meridiam et Keolis. Donc, ça, voilà, la mise en exploitation est prévue d'ici la fin de cette année. Donc, c'est quelque chose qui est imminent. Sur les projets portuels, je l'ai déjà évoqué, hein, et puis sur les projets autoroutiers également. Donc, voilà, c'est important de l'avoir en tête. Après, il y a d'autres projets, notamment sur les autoponts et sur le développement du ferroviaire, donc qui sont également notés. Prochaine slide, oui. Sur le secteur minier, donc pareil, j'ai déjà évoqué un peu les trois grandes filières. Hein. Donc, c'est l'or, c'est la filière phosphate et c'est la filière sur les sables minéralisés. Donc là, il y a quelques chiffres de production pour vous donner une idée. Hein. Bon, ça reste on va dire, un petit producteur, notamment d'or. Hein. Ce n'est pas des montants énormes. Si on compare, par exemple, au Ghana ou au Burkina Faso, mais une fois de plus, à l'échelle du Sénégal, ça reste une filière qui est importante. Et d'ailleurs, sur cette filière-là, juste pour information, il y aura un salon qui est prévu en octobre. Donc, s'il y en a qui sont dans la filière mine, carrière, cimenterie, nous avons une opération prévue début octobre en marge d'un salon qui se tiendra à Dakar. Prochaine slide. Alors, je vais faire un petit focus sur l'oil and gas, même si je ne sais pas si dans l'auditoire, il y a des personnes intéressées. Mais bon, c'est important de l'avoir en tête, hein, parce qu'une fois de plus, ça va vraiment à la fois dynamiser et puis, normalement, si ça marche, ça devrait transformer le tissu industriel sénégalais de manière assez considérable dans les années qui viennent. Donc, il y a eu des découvertes, je crois que c'est en 2014, qui ont été faites et voilà, confirmées, etc. Il y a toute une phase de maturation de projet. Et donc, les investissements ont véritablement démarré en 2020, fin 2020. Et donc, aujourd'hui, il y a 3 projets principaux. C'est premièrement le projet donc, Grande Tortue Améine, GTA, qui se situe en fait dans les eaux sénégalaises et mauritaniennes. Donc, c'est un projet vraiment entre les deux pays. C'est un projet qui est piloté par British Petroleum, donc l'opérateur britannique, qui suit ça dans les deux pays. C'est à 80 km à peu près au large de Saint-Louis, donc c'est de l'offshore. Hein. Tous les projets sont en offshore principalement. Et donc, il devrait entrer en production d'ici fin de cette année, début 2024, avec une production à peu près de 5 millions de tonnes de gaz, donc réparties à égalité entre les deux pays. Dans la phase 1, le but étant de monter jusqu'à 10 millions de tonnes dans les phases successives qui suivront. C'est plus de plusieurs milliards d'investissements. Hein. On parle de 5 milliards de dollars dans la phase 1, avec un impact, on va dire, relativement limité sur ce projet-là, l'impact local, puisque l'essentiel de la production sera voué à l'exportation. Il y aura néanmoins une petite partie qui sera utilisée notamment pour de la production électrique au Sénégal et un projet de centrale thermique à gaz à Saint-Louis, justement, qui utilisera ces ressources-là. Le deuxième projet, c'est celui de Sangomar, qui est piloté par un opérateur australien qui s'appelle Woodside et qui vise à produire à peu près 100 000 barils jour de pétrole à partir de la fin de l'année. 100 000 barils jour, ça positionne le Sénégal plutôt parmi les petits producteurs. Hein. En comparaison, par exemple, chez le Nigeria ou l'Angola, c'est plus d'1 million de barils jour. Les pays comme le Tchad ou le Gabon sont entre 100 et 150 000 barils jour. Donc voilà, ça reste modeste, mais une fois de plus pour le pays, ça va être des ressources assez importantes. On parle d'environ 4 milliards d'investissements, donc pilotés par Woodside, je l'ai dit. En fait, ce qu'il faut noter, c'est que donc, il y a les opérateurs principaux, BP pour GTA, Woodside pour Sangomar, mais en dessous, vous avez ce qu'on appelle des Tier 1, donc c'est les sous-traitants de rang 1. Pour GTA, c'est Eiffage, Technip, notamment pour les Français. Après, il y a d'autres opérateurs plutôt anglo-saxons. Et pour Sangomar, c'est Modec, le sous-traitant principal qui est japonais, plus pas mal d'opérateurs, Schlumberger, Halliburton, c'est les sous-traitants habituels de la filière pétrole-gaz. Hein, c'est un petit monde. Et donc, le troisième projet, qui est peut-être le plus important, même si c'est le moins avancé, c'est Yakar Teranga, qui, lui, pour le coup, a une vocation véritablement, on va dire, locale, puisque la vision de l'État sénégalais, c'est d'utiliser l'essentiel des ressources pour de la production électrique au Sénégal et pour alimenter aussi des filières industrielles, notamment sur la filière engrais, puisqu'il y a une volonté d'utiliser des produits de l'urée et de l'engrais au Sénégal, notamment via ces ressources énergétiques-là. Donc, c'est assez énorme. Les ressources sont beaucoup plus importantes. Et par contre, la décision finale d'investissement n'a pas encore été prise. C'est BP qui est aussi positionné sur ce projet, hein, mais
voilà, c'est véritablement celui-là qui devrait être encore plus impactant à l'échelle locale. Le but étant de développer la sous-traitance et de faire monter en compétence les PME sénégalaises sur la sous-traitance sur ces projets-là. Prochaine slide. Alors, voilà, sur les autres secteurs, bon, je ne vais pas forcément insister sur tous les secteurs, mais évidemment, un secteur comme la santé est assez important ici et encore plus important depuis la crise Covid. Hein. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que le Sénégal souhaite se positionner comme un hub à la fois sur le secteur hospitalier et sur le secteur pharma. Donc, il y a des projets voilà, de nouvelles cliniques ou de nouveaux hôpitaux assez importants qui sont en cours, à la fois par le privé et par le public. Il y a des projets de nouvelles unités de production de médicaments également. Le Sénégal souhaite être voilà, un hub pharmaceutique, notamment pour la production de génériques. Et le Sénégal fait partie de quelques pays, je crois qu'il y en a 3 sur le continent, qui ont été retenus par l'OMS pour la production également de vaccins, notamment des vaccins anti-Covid. Sur le numérique, évidemment, comme beaucoup de pays africains, hein, il y a un fort développement autour du mobile money et autour de, voilà, des paiements mobiles. Et donc, il y a un écosystème de startups qui se développe assez massivement autour de ça, hein, pas mal de solutions e-commerce, fintech, et puis le développement plus global voilà, des services autour de la cybersécurité, autour du stockage des données. Le Sénégal souhaite être souverain sur ces données, donc il y a pas mal d'investissements publics pour construire des infrastructures de stockage de données en local. Et puis le tourisme et l'hôtellerie, évidemment. Le tourisme qui est l'un des secteurs phares du Sénégal, hein, historiquement. Il y a une vraie volonté de développer encore plus cette filière-là, avec la construction de nouvelles infrastructures hôtelières de type Club Med. Hein. Club Med est déjà installé et se développe. Il y a un nouvel acteur espagnol qui s'appelle Riu, qui s'est installé récemment avec un réceptif de plus de 1000 chambres. Donc voilà, cette filière-là est amenée va rester, je dirais, un axe important pour le Sénégal. Prochaine slide. Voilà, ça reprend un peu les mêmes enjeux. Donc, sur le numérique, avec un taux de pénétration Internet qui est, je pense, même plus important que ça. Je pense que ça s'est encore pas mal développé. Le déploiement de la fibre optique, assez important. Et puis, de manière globale, le secteur tertiaire représente presque 2/3 hein, du PIB. Ça comprend à la fois tout ce qui est secteur bancaire, numérique, grande distribution, etc. Donc, c'est une économie qui est très tertiarisée et donc ça devrait rester le cas, notamment avec la filière touristique. Prochaine slide. Bon, voilà, ça, je reviens pas là-dessus. Je l'ai déjà évoqué sur les enjeux de la filière hospitalière et pharmaceutique notamment. Après, il y a d'autres secteurs comme la cosmétique voilà, qui sont également importants. Et enfin, voilà, cette dernière slide, bon, c'était quelques poncifs. Hein, c'est des choses un peu évidentes, mais c'est toujours important de le rappeler, notamment dans l'approche du marché sénégalais. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est vraiment développer une approche partenariale. Les acteurs sénégalais, de manière globale, sont de très bon niveau, ont une vision très précise de ce qu'ils veulent, de ce qu'ils attendent, une bonne connaissance technique. Et donc, voilà, il faut vraiment avoir ça en tête et voilà, ne pas avoir l'impression qu'on apporte, entre guillemets, la science infuse. Donc, avoir une approche respectueuse, garder un peu les grandes règles un peu de base, hein, voilà, sur la ponctualité au rendez-vous, sur le fait de ne pas aborder certains sujets, notamment politiques, de manière très frontale. Hein. En plus, dans le contexte où on est, j'ai dit, il y a les élections présidentielles en février 2024. Donc, il y a un contexte c'est toujours un sujet très touchy ici, les questions politiques. Donc, voilà, bien se garder, je pense, d'aborder ça de préférence. Et puis, de manière globale, voilà, c'est les règles de base, hein, être cordial, respectueux dans l'approche qu'on a, développer une approche partenariale une fois de plus. Et donc, ce qui implique de trouver des partenaires locaux, notamment sur certains secteurs comme le pétrole, gaz, où ça va être obligatoire dans un certain nombre de secteurs, de sous-secteurs, de sous-traitance, de s'associer à un partenaire local. Et puis, même indépendamment de ça, je pense que c'est toujours utile d'avoir cette approche partenariale-là, que ce soit sur des distributeurs ou sur du co-investissement. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on encourage de plus en plus. Non pas seulement d'avoir la vision exporter, expédier des marchandises, des conteneurs, mais aussi, dès le début de la réflexion, se poser la question de co-investir avec un partenaire local pour vraiment créer la valeur sur place. Voilà, je pense que j'ai peut-être excédé mon temps d'ailleurs. Je reste disponible pour les questions, bien entendu. Merci. Merci beaucoup Loïc.
pour cette présentation des opportunités sénégalaises qui, on l'a compris, sont nombreuses. Je vais tout de suite laisser la parole donc à une entreprise, un chef d'entreprise guadeloupéen, Monsieur Sébastien Missin de l'entreprise Maditech, qui, j'espère, va vous convaincre encore plus que le Sénégal est un marché vraiment accessible pour nos entreprises antilles-guyanaises. Sébastien, c'est à vous. Oui, bonjour. Donc, merci pour l'invitation. Vous m'entendez bien? Très bien. Ok, nickel. Merci pour l'invitation. Donc, merci pour la présentation aussi et les différentes slides sur le Sénégal. Bon, ma vidéo n'est pas top, donc je vais couper. Alors, on est d'ailleurs, nous, Meditech, on a intégré le Booster Afrique avec le Sénégal dans les sociétés sur lesquelles on souhaite se développer. Donc, on développe, je suis le président de Meditech qui développe des solutions numériques pour l'optimisation des systèmes de production agricole. Donc, on met à disposition des agriculteurs, des coopératives, des gouvernements aussi, une ou des plateformes numériques, elles-mêmes alimentées par des objets connectés type station météo, capteurs de sol, pour la fertilité, systèmes d'irrigation automatique, des systèmes de sécurité, l'imagerie par drone, enfin vraiment tout ce que le numérique peut apporter comme système d'optimisation pour l'agriculture. Et c'est une société guadeloupéenne donc, mais qui se développe aussi en Martinique, à La Réunion, au Togo et au Bénin. Donc on a cette expérience de développement et d'export de notre activité avec des solutions développées en Guadeloupe, mais exportées vers le marché africain avec une forte valeur ajoutée. Donc, on a mobilisé des financements, le soutien de Business France, etc., notamment le financement auprès du ministère de l'économie pour développer notre activité. Et voilà. Donc, en fait, on travaille beaucoup avec, dans notre cas, le ministère de l'Agriculture du Togo et des opérateurs au Bénin pour déployer notre technologie au niveau national dans ces pays-là. Voilà. Donc, on a la volonté, entre autres, aussi de faire la même chose au Sénégal. Et les outils, en fait, proposés par la Team France Export nous permettent vraiment, justement, de nous projeter, de sécuriser notre risque, entre guillemets, d'investissement sur place pour pouvoir découvrir le marché, le faire maturer, puisque, par exemple, dans mon cas, on est sur des nouvelles technologies pour l'agriculture. C'est pas quelque chose de forcément évident. Ça parle aux autorités, à certaines coopératives, mais pas forcément aux agriculteurs de ces territoires. C'est ce soutien qu'on peut recevoir de la Team France Export, du ministère de l'économie, de BPI aussi, à l'export, nous permettent en fait d'apporter des premiers investissements pour mettre en place des preuves de concept, pour justement briser la glace, si je puis dire, autour de la technologie proposée et des solutions apportées. Voilà. Merci beaucoup Sébastien des propos, de ton témoignage qui effectivement illustre bien la démarche structurée que nous encourageons donc, nos entreprises à avoir et de se faire effectivement accompagner par nos services. Donc sans plus tarder, je vais laisser la parole à Philippe Cordier, donc, qui est dirigeant dans l'entreprise CEMO, donc une entreprise basée au Sénégal, partenaire de la Team France Export. Bonjour à tous, merci et bienvenue au Sénégal. Merci à la Team France Export, CCI et à Loïc BF. Donc nous, on est les privés dans la boucle de la Team France Export. Moi, je suis un chef d'entreprise comme vous et on accompagne pour ce qui nous concerne les entreprises au Sénégal depuis 1997. Donc moi, je suis un chef d'entreprise qui m'adresse directement à des chefs d'entreprise.
On intervient donc dans la boucle, comme le précisait initialement Nathalie, à différents niveaux. Et nous, notre niveau, c'est plutôt ce qu'on appelle l'ancrage, c'est-à-dire qu'en fait, on intervient au niveau donc, commercial pour un renforcement de la capacité à mettre en œuvre directement et à impliquer, à développer votre chiffre d'affaires et à augmenter votre part de marché sur des prestations d'action commerciale. Et puis aussi au niveau de sécuriser vos affaires sur la partie appui et conseil juridique, fiscal et droit social. Voilà globalement pour la présentation de nos activités. On a dû accompagner un peu plus de 300 entreprises localement sur place ici au Sénégal. Alors, on sait bien, nous, les chefs d'entreprise, que la réalité, in fine, c'est la relation qu'on a avec des interlocuteurs en direct. Et l'idée ici de ma présentation, c'est de vous donner un petit peu la sensation, le goût et l'odeur de ce qui peut se passer concrètement quand on est en relation locale, puisque, vous savez, la partie culturelle est extrêmement importante, qui plus est dans un pays, dans une région même où les aspects sociaux sont extrêmement importants. Tout d'abord est fondé sur la relation sociale ici. Et donc, la première slide que je voulais vous présenter, c'est une représentation très schématique de la différence qu'il y a entre, en France, le schéma qu'on donne aux relations, donc au fondement de la culture, et notamment ici en Afrique de l'Ouest. Vous voyez bien que schématiquement, on n'est pas du tout sur les mêmes schémas. On voit bien effectivement que cette différence, elle est extrêmement importante. Alors, je ne vais pas tellement commenter, si vous voulez, ce petit document qui fait référence à du management interculturel. Le sujet était plutôt d'entamer ma prise de parole et sur cette image qui me paraît extrêmement parlante. Voilà. Donc, on voit bien ici un système dit système tribal, où en réalité, la partie familiale, mais alors familiale au niveau le plus large possible, prend le pas sur toutes les réflexions qu'il peut y avoir et toute la résolution des problèmes. Tout d'abord est basé sur la relation qu'on a ancestrale avec ce qu'on appelle la famille, mais la famille au sens la plus large possible. Et au Sénégal, plus qu'ailleurs dans la sous-région d'ailleurs, les fondements culturels sont encore extrêmement prégnants. Beaucoup plus, par exemple, que ça l'est en Côte d'Ivoire, par exemple, pour revenir sur cette partie de la région, de la sous-région qu'on appelle l'Afrique de l'Ouest. On peut peut-être avancer. Ça permettra de donner quelques autres sur la slide. Voilà. Donc ici à gauche, vous avez un modèle qu'on connaît bien qui s'appelle le modèle de Gert Hofstede, qui a été le père fondateur du management interculturel. Là encore, l'idée, c'est surtout de vous montrer que, vous voyez, au niveau des chiffres, on voit bien qu'il y a des différences sur ces 4 dimensions, les dimensions donc interculturelles. Et là encore, l'idée, ce n'est pas tellement de vous mobiliser sur cet aspect extrêmement technique du management interculturel, c'est simplement de bien ancrer dans nos esprits chefs d'entreprise qu'à partir du moment où on va s'adresser à une population, à une communauté, qui plus est à un individu, on va donc être dans un inconfort, voire qui peut éventuellement créer des ambiguïtés dans cette relation qui, in fine, de toute façon, reste pour nous axée sur la partie économique. Voilà. On sait, je crois que Loïc l'évoquait tout à l'heure, on sait qu'il y a quelques problématiques qui sont récurrentes ici. Le partenariat capitalistique auquel faisait référence, en tout cas sur lequel aujourd'hui on appuie effectivement la relation entre les entreprises françaises et les entreprises locales, on sait pour autant que le partenariat capitalistique, il est complexe chez nous. Il est complexe pas exclusivement vis-à-vis des personnes étrangères, il est complexe déjà localement en rapport avec ce que j'évoquais tout à l'heure sur la notion de famille. C'est un point extrêmement important et ça génère effectivement des problématiques spécifiques. Donc ce partenariat capitalistique qui est effectivement extrêmement important et sur lequel il faut travailler, il n'en demeure pas moins qu'il reste difficile à appréhender dans la durée. Sur les aspects juridiques, on a aussi ici une application de la loi qui est particulière, quand bien même les fondements de tout ce qui est juridique, social et fiscal est d'abord effectivement provient de nos droits, de notre droit, puisque à une époque révolue,
c'est la France qui a mis en place toutes ces règles et normes juridiques, sociales et fiscales. Bon. Pour autant, ici, le règlement de ce qui est écrit reste d'un point de vue extrêmement, d'un point de vue local. Ici, le droit coutumier, notamment si on fait référence au foncier, par exemple, le droit coutumier, c'est le premier droit auquel on va s'intéresser lorsqu'on va avoir à défendre sa propriété ou ce genre de choses. Donc, certes, tout est écrit, tout ressemble comme deux gouttes d'eau à ce qui est écrit dans nos codes en France, mais pour autant, l'application de ce droit va être, là encore, filtrée avec les fondements de ce qu'est la culture locale. Donc là encore, une grosse attention à porter et à être conseillé, à être accompagné sur ces aspects-là. Et puis, alors, la présentation de Loïc semblerait donner une indication différente de ce que j'ai écrit, c'est-à-dire l'indisponibilité relative des données. Il n'en demeure pas moins vrai que c'est une réalité. Les données, souvent, alors, au Sénégal, on est bien avancé grâce notamment à l'Agence nationale de statistique et de la démographie, entre autres, et la DPPE également, la DPE, pardon. Mais pour autant, ces données restent notamment par le fait que 90% de ce qui se passe dans le milieu économique est informel, et donc par principe, comme le disait Loïc, ce qui est informel n'est pas recensé, ou en tout cas recensé de manière approximative. Donc, vous voyez bien que les données, de ce seul point de vue, restent effectivement une donnée approximative. Là encore, c'est un phénomène avec lequel il faut savoir conjuguer. La capacité, qui est la première capacité quand on intervient ici localement, c'est cette notion qui fait référence à la résilience. La valeur qui est accordée au temps chez nous est bien différente de la valeur qui est accordée au temps ailleurs, puisqu'il y a un dicton qui dit, avec lequel il faut conjuguer, vous avez le temps, nous les Européens, enfin, en tout cas les Occidentaux, vous avez le temps, vous avez l'heure, pardon, et nous on a le temps. Voilà comment exprime le Sénégalais cette notion de rapport au temps. C'est une difficulté évidente, hein, avec laquelle, depuis que je suis ici, depuis 1997, il y a une incompréhension totale entre les entrepreneurs que nous accompagnons et les réalités locales. Voilà. Il faut effectivement faire avec. Toutes les relations restent dans ce principe, qu'elles soient administratives, c'est extrêmement chronophage, ou qu'elles soient dans les relations que vous pouvez avoir avec vos clients et vos fournisseurs. Il n'est pas rare, lorsqu'il y a des rendez-vous qui sont prévus, que le rendez-vous soit décalé, reporté, ou en tout cas qu'il démarre avec plus ou moins de retard et de décalage. Et en réalité, au fur et à mesure de ce qu'on a constaté, nous, c'est qu'au fur et à mesure du temps qui passe, qui peut s'opérer chez l'investisseur étranger. Et c'est bien dommage. Il faut effectivement assumer cette réalité et, comme ça a été dit plus tôt, faire avec plutôt que de faire contre. On peut avancer peut-être, Nathalie, s'il vous plaît. Voilà, nous, on a réalisé une enquête de terrain auprès d'une quarantaine de chefs d'entreprise il y a maintenant quelques années, mais pas beaucoup évolué depuis. Je précise, moitié locaux et moitié étrangers. Et voilà à peu près ce qu'on a, enfin pas à peu près, voilà précisément ce que nous avons retenu de cela. Donc, dans le cadre du démarrage de son business, il faut effectivement très très bien se renseigner sur la réglementation locale, eu égard à ce que j'évoquais tout à l'heure. Sur les trois aspects du droit, bien sûr, et j'insiste pour dire que même si les textes légaux sont précis, l'interprétation qui va en être faite, elle est extrêmement incompréhensible pour nous autres, et c'est la raison pour laquelle il faut être impérativement accompagné par un professionnel. Regardez également les facilitations qui sont proposées aux entreprises qui s'installent. Vous avez bien évidemment, ça a été dit plus tôt, Business France, l'accélérateur, BPI, etc.
ou dans le cadre de la TFE, des professionnels de l'accompagnement comme nous pour vos activités. Ensuite, dans le cadre du développement de votre business, donc de l'ancrage, là où nous, on intervient également, plus précisément, il n'est pas possible d'imaginer au Sénégal de pouvoir venir pour pouvoir faire un rapport à court terme. Ça ne fonctionne pas comme ça. Encore une fois, le temps ici joue est extrêmement important et donc il faut effectivement avoir plutôt un plan à 3 à 5 ans. Et il faut impérativement s'investir dans les relations sociales. Certes, les affaires se font dans des bureaux, mais ils se font aussi beaucoup dans les relations sociales que sont les fêtes qui sont pléthores chez nous. C'est très, 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 très important. Bien évidemment, in fine, la relation, elle est entre deux individus, mais pas entre deux règles culturelles. Voilà, trois choses qui étaient ressorties de cette étude. Négliger le facteur humain, ça avait été dit également par Loïc précédemment. On insiste beaucoup sur ce point de vue-là. Il y a un fort respect et une grosse susceptibilité chez nos amis sénégalais avec lesquels il faut conjuguer. Il faut faire effectivement attention aux différences culturelles. Et je rebondis là encore sur ce que disait à juste titre Loïc. Il ne faut pas avoir l'impression de venir en Afrique et notamment au Sénégal pour expliquer ce qu'il va falloir être fait. Ça ne fonctionne plus comme ça, plus du tout d'ailleurs. C'est vraiment une relation d'égal à égal et donc l'idée c'est plutôt de partager plutôt que de vouloir donner des conseils. Et surtout éviter de raisonner trop français, bien évidemment. C'est d'ailleurs un travers qui nous est cher et qui nous suit depuis belle lurette, avec lequel nous n'arrivons pas à nous défaire. Oui, on me presse, on arrive à la fin, j'imagine. Je voulais simplement dire ici, donc vous avez un lien Internet sur lequel pour aller faire pour aller chercher des choses qui vont éventuellement vous apporter du complément d'information sur ce que j'ai brièvement évoqué ici, qui sont très intéressants, qui avaient été faites par l'Agence française de développement. Et cette notion de diversité et ce schéma de deux icebergs qui se rencontrent, c'est que quoi qu'il en soit, in fine, quand bien même il y a des référents culturels, c'est véritablement la relation humaine qui fera la différence, mais ça, je ne vous apprends pas grand-chose, tout en ayant, bien évidemment, en background, tout ce que j'ai rapidement évoqué ici. Voilà, je vous remercie, je suis à votre entière disposition pour toutes les questions que vous pourriez nous poser. Merci beaucoup, Philippe. Nous allons maintenant laisser la parole donc, à un autre chef d'entreprise, Monsieur Didier Léris de l'entreprise martiniquaise Anco, pour nous partager également son témoignage de chef d'entreprise au Sénégal. Oui, bonjour à tous. Donc, je vais me présenter. Donc, je suis Léris Didier. Je suis le directeur général de la société Anco, qui est un bureau de contrôle. On fait donc du contrôle technique en bâtiment, comme Veritas, Socotec, sont plus connus que nous. Et puis, on fait aussi beaucoup de choses comme de la formation, de l'accompagnement, de maîtrise d'ouvrage, ce qu'on appelle la sécurité sur les chantiers, beaucoup de choses qui sont liées également à la thermique, à l'acoustique, etc. Nous avons pris la décision d'aller en Afrique il y a à peu près 5 ans, je dirais. Disons que si on regarde un petit peu les évolutions macroéconomiques, on s'aperçoit que l'Afrique est quand même vraiment un endroit où le développement économique est particulièrement dynamique, ce qui n'est plus trop le cas ni en Martinique, ni même en métropole. Alors, la première fois où nous sommes allés en Afrique, nous sommes allés à un grand salon, un salon qui s'appelle Promot, et ceci en accompagnement avec la Chambre de commerce et Business France à l'époque. Et donc, c'était à Yaoundé, au Cameroun. Et je dois dire qu'on a eu un accueil absolument extraordinaire et vraiment très surprenant. Les gens étaient vraiment intéressés par notre venue et en plus, nous étions présentés comme Anco Martinique, parce que bon, j'ai pas dit, mais la société, elle s'est déjà développée pas mal sur la métropole.
Mais on s'était présenté comme Enco Martinique et ils étaient très intéressants justement par la Martinique, par les relations avec la Martinique. Et je vous parle de ce salon de promote parce que c'est un salon où il y avait, je ne veux pas dire de bêtises, mais peut-être à peu près 800 exposants. C'est l'un des plus gros salons de l'Afrique. Et étaient présents à ce salon toutes sortes d'entreprises, de la plus petite à la plus grosse. Et c'est un salon, à mon avis, qui pourrait être très intéressant pour beaucoup de nos petites entreprises parce que, justement, c'est un salon qui a lieu tous les 2 ans. Et ça peut être des gens qui font du parfum, ça peut être des gens qui font des vêtements, ça peut, enfin, c'est vraiment, c'est de tout et ça concerne vraiment ce que nos entreprises font en Martinique. C'est pas, on a beaucoup parlé de gaz et tout ça, mais c'est sûr que c'est pas à l'échelle de nos entreprises. Alors que là, c'est vraiment à l'échelle de nos entreprises. Et ce que je voudrais dire aussi, parce que je pense que c'est ce qui intéresse les gens qui nous écoutent, c'est que ces pays qui sont liés à PIB relativement faible, mais il faut savoir que dans ces pays, il y a un nombre de personnes capables d'acheter, donc des consommateurs, beaucoup plus important, je ne dirais pas beaucoup plus, je dirais beaucoup, beaucoup plus important qu'en Martinique. Donc il y a beaucoup de gens, je veux dire, si vous avez une entreprise qui fait du parfum, si vous avez 100 clients en Martinique, vous en aurez 10 000 au Sénégal. Vous voyez, donc ce sont des pays qui sont intéressants. Alors pour revenir à mon expérience personnelle, donc je voulais m'installer dans un premier temps effectivement au Cameroun, où j'avais beaucoup de personnes qui étaient intéressées à travailler avec nous. Le problème pour moi, ça a été de trouver un VIE. Et pendant 2 ans, j'ai cherché un VIE accompagné par la Chambre de commerce, accompagné par Business France. Et chaque fois qu'on trouvait des CV absolument fantastiques. Vraiment, il y a des gens en Afrique qui ont des CV extraordinaires. Par contre, dès qu'ils sortaient, il y avait d'autres entreprises qui étaient encore plus intéressantes que l'autre qui les prenaient. Donc finalement, je n'ai pas pu m'installer au Cameroun, ça a été très compliqué. Alors dans le même temps, j'ai eu l'occasion d'embaucher un Sénégalais qui travaille sur notre agence de Biarritz, une agence à Biarritz. Et donc, on a discuté avec lui et au bout d'un certain temps, il nous a dit qu'il serait intéressé à revenir sur le Sénégal. Et donc, avec lui, c'est une démarche qui a pris à peu près 2 ans. Donc, on a pris cette décision d'aller sur le Sénégal. Et donc, ça a été quelque chose d'assez compliqué, mais comme il a été dit tout à l'heure, l'aspect juridique et fiscal est très important. Donc, on a dû aller plusieurs fois au Sénégal, rencontrer les responsables juridiques et nous faire accompagner d'ailleurs par un notaire et un avocat au Sénégal pour pouvoir monter tout ça. Donc, ça c'est extrêmement important. Je crois si on veut aller là-bas, il faut vraiment être accompagné. Et puis, donc on s'est installé maintenant, ça fait 1 an au Sénégal. Nous avons continué à travailler avec la Chambre de commerce et Business France, justement dans le cadre de Booster Africa, qui donc nous a permis d'avoir une étude sur l'intérêt d'aller dans ces pays-là, les valeurs économiques, comment ça se développe, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est que Dakar, c'est un chantier, un énorme chantier, donc il y a des rôles partout, comme dans le domaine de la construction, donc on est très intéressé. Avec le Business France et la Chambre de commerce, on travaille sur 2 autres pays, donc toujours le Cameroun et la Côte d'Ivoire, où j'étais d'ailleurs il y a 15 jours, qui sont aussi d'énormes chantiers. Donc, on a parlé au Sénégal, par exemple, de l'île Nouvelle, comme Damiano. Vraiment, ce sont des pays qui sont en pleine expansion et je pense que pour nos pays, c'est quand même vraiment pour la Martinique, pour les entreprises martiniquaises, c'est des points de chute qui peuvent être très intéressants. Et j'insiste vraiment sur l'accueil, parce que partout, on a eu un accueil vraiment extraordinaire. Les gens sont très gentils, on a une relation vraiment avec les gens qui est extraordinaire.
Voilà. Merci. Merci beaucoup, Didier, pour ce témoignage et également pour les éléments que tu as partagés, notamment sur l'accompagnement de la Team France Export, donc à travers nos chambres de commerce et les grands business France sur place. Donc, je vais vous prendre juste 1 minute supplémentaire pour effectivement vous parler des solutions d'accompagnement que l'on propose donc à travers la Team France Export. Donc, ces actions de sensibilisation et d'information, donc comme les rendez-vous de l'international auxquels vous participez depuis 4 jours, nous vous donnons de l'information sur les marchés que vous ciblez, des informations actualisées qui nous viennent directement des acteurs terrain, que sont les bureaux Business France sur ces marchés. Donc, comme l'a dit Loïc en début de présentation, nous avons une plateforme d'information, donc Team France Export, avec une page outre-mer, mais où vous pouvez trouver de l'information sur le marché sénégalais. Et en plus, nous avons des publications, donc comme le guide des affaires Sénégal, qui était mentionné dans une slide de Loïc, où vous retrouvez voilà, tout le panorama macroéconomique sectoriel de ces marchés. Nous faisons également des webinaires. Nous en avons fait un en mai 2022 qui portait sur le marché du Sénégal et du Ghana. Nous le refaisons dans le cadre de nos rendez-vous internationaux, vraiment parce que c'est un marché sur lequel nous avons beaucoup d'intérêt. Beaucoup de nos entreprises anciennes s'intéressent à ce marché. Comme l'a mentionné Didier Léris, donc de l'entreprise Enco, nous avons des programmes spécifiques dédiés à nos entreprises ultramarines, donc notamment ce Booster Africa dont il parlait et dont il est bénéficiaire. Donc, nous avons 5 entreprises qui participent de Martinique et de Guadeloupe. Et effectivement, c'est un programme complet sur 10 mois où cette sélection d'entreprises qui a vraiment des opportunités sur ces marchés, donc Afrique de l'Ouest, Afrique centrale. Donc, nous avons pu étudier 5 marchés, donc 3 marchés prioritaires pour chacune de ces entreprises, donc avec une étude de priorisation, une étude de marché spécifique sur les marchés ciblés. Et nous avons pu justement identifier les marchés les plus opportuns pour chacune de ces entreprises, donc en phase étude, en phase 1, et en phase 2, en phase d'investigation, d'offensive commerciale, pour justement tester les offres directement auprès des prospects de ces entreprises sur ces marchés. Donc la phase 1, étude, et la phase 2, offensive commerciale, ont été livrées à ces entreprises et nous passons en phase 3, donc en phase de conversion cette prospection en véritablement courant d'affaires, donc avec une phase de suivi et de coaching pour qu'in fine, à la fin de ces 10 mois, les entreprises puissent générer du business. Donc, ce programme est financé partiellement par l'aide du ministère des Outre-mer, donc entre 50 et 75% de la prestation Team France Export est prise en charge. Et elle bénéficie également, toutes les prestations de Team France Export peuvent bénéficier également d'aide régionale, donc d'aide de nos collectivités, CTL, CTG, également Région Guadeloupe, et elles peuvent également bénéficier des outils de BPI France, donc l'assurance prospection ou l'assurance prospection accompagnement. Donc, vous pouvez bénéficier de ces prestations à moindre coût. Enfin, alors je vais passer rapidement sur ça, je l'ai déjà dit. Enfin, l'idée, c'est que nous puissions également vous accompagner sur le terrain. Donc, Loïc l'a évoqué, nous avons l'ambition de programmer une mission de prospection sur le terrain, potentiellement au deuxième semestre, donc d'accompagner individuellement ou collectivement nos entreprises, celles qui participent au Booster Africa, mais également d'autres, donc aller sur le terrain pour découvrir ces marchés et rencontrer vos potentiels prospects et vos futurs clients. Voilà, on en a terminé, on a un petit peu dépassé l'heure, mais on va prendre juste quelques minutes s'il y a des questions dans le chat ou dans l'auditoire. Merci. Nathalie, est-ce que là, on doit basculer sur les rendez-vous individuels? Alors, on a pris un tout petit peu de retard, on va basculer tout de suite. Donc là, on est toujours en session collective. S'il y a quelques petites questions dans le chat. J'ai répondu à les questions déjà qui a été posées dans le chat. Parfait. Est-ce qu'il y a des questions dans l'auditoire? Non. Bien, merci beaucoup. On va clôturer cette session sur le Sénégal. Voilà, donc merci et on continue donc avec le Japon tout de suite. Donc restez connectés à la prochaine conférence sur le Japon.